Bienvenue à toutes et tous à notre webinaire. Nous sommes le vendredi 11 février et aujourd'hui, juste avant le week-end, on va s'évader. On va parler export avec notre équipe de choc Gérardo et Eric. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. C'est un vendredi. On attend encore quelques participants. Je vais donc me permettre de désactiver certains micros, sauf ceux des intervenants, bien sûr, mais vous pouvez tout à fait les réactiver et on sera très heureux d'avoir des échanges dynamiques. La façon dont ça va se passer, je vais vous présenter Flexter en synthèse et ensuite je donnerai tout de suite la parole à Gérardo et Eric. Bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, mais également, si ça vous brûle les lèvres, vous pouvez aussi ouvrir le micro et poser votre question en direct. Mais sachez qu'on les garde toutes et que soit les intervenants, soit moi-même, je serai en mesure de poser ces questions à Gérardo et Eric en fin d'intervention. Bien, je vous propose de commencer rapidement sur la présentation du réseau Flexter, parce que finalement, c'est le réseau qui aujourd'hui organise ce webinaire. Alors, je me mets en plein écran. Comme le nom de la diapositive l'indique, si j'arrive à me mettre en plein écran, avec le réseau, nous accompagnons les dirigeants de PME de la manière la plus flexible possible et dirigeantes de PME de la manière la plus flexible possible. La problématique à l'origine de notre intervention, c'est quand le ou la dirigeante manque de temps ou de compétences dans l'entreprise pour prendre en charge certaines directions de l'entreprise, ce qui amène à certaines conséquences. Quand on dirige une entreprise, on doit répondre au quotidien à de nombreuses sollicitations et on peut donc manquer de temps pour réaliser certaines actions. On se consacre au développement de son activité, on est engagé dans l'action et on n'a pas nécessairement toutes les compétences pour mener à bien toutes les missions de l'entreprise. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de dirigeants exercent plusieurs fonctions et en-delà de leur propre rôle de dirigeant ou même de dirigeant et de développement de leur entreprise. Et c'est là où nous intervenons quand il manque vraiment du temps afin que le dirigeant ou la dirigeante puisse se concentrer sur le cœur de son activité. Là, évidemment, il faut que je passe à la prochaine. Donc, le temps partagé, c'est la possibilité pour une entreprise de faire appel à des intervenants extérieurs à celle-ci. Parfois, on a d'autres modèles, mais le modèle de Flexter, c'est que vous avez des intervenants extérieurs qui viennent remplir une mission pour laquelle l'organisation ne veut pas ou ne peut pas recruter. L'expert en temps partagé, dans ce cas, intervient quelques jours par semaine, quelques jours par mois ou par an, comme s'il faisait vraiment partie de l'entreprise. On ne doit même pas se rendre compte que l'expert Flexter est externe, parce qu'il doit vraiment prendre toutes les responsabilités d'une personne qui travaillerait en interne de la même façon. Nous sommes des professionnels indépendants, nous avons une expérience significative en entreprise. Pour certains, nous avons été en comité de direction et nous avons exercé des responsabilités, soit dans des grands groupes, soit dans des PME, soit bien sûr dans les deux. Ça donne quoi comme avantage d'avoir cette expérience ? Ça a pour avantage que les membres du réseau arrivent sur un dossier, et ils vont pouvoir prendre le dossier de façon rapide et tout de suite, si vous voulez, se mettre dans le bain. On n'attend pas d'un membre du réseau qu'il fasse une immersion de 3 mois avant de savoir vraiment comment fonctionne l'entreprise. Le fait de travailler nous-mêmes sur des multiplicités de problématiques et d'entreprises fait qu'on est rompu finalement à l'exercice de s'adapter tout de suite aux problématiques de nos clients. Donc, nous sommes seniors dans nos fonctions et nous sommes habitués à interagir avec des directions générales. Nous avons de nombreuses compétences présentes dans le réseau qui vont du marketing, qui est le premier parce que c'est ma discipline, j'aurais pu le mettre ailleurs, et la communication, en passant par le juridique, les achats, la supply chain, les ressources humaines, les systèmes d'information, la qualité, et bien sûr, le développement commercial et l'export dont nous allons parler aujourd'hui. Nous proposons des offres différentes en fonction des besoins qui peuvent être ponctuels, des besoins, comme je le disais, qui peuvent être perlés dans le temps.
un petit peu chaque mois, un petit peu chaque semaine pour certains. Et nous accompagnons également, nous pouvons aussi vous aider à accompagner des juniors dans votre entreprise. Si vous avez envie d'intégrer des compétences, eh bien, nous pouvons être là pour les piloter, cadrer leur activité et les faire monter en compétences pour que votre entreprise puisse avancer sur certains sujets avec des ressources de l'interne. Si vous souhaitez nous contacter, quand vous verrez le replay, vous pourrez scanner ce QR code et arriver directement sur nos coordonnées. Mais sans plus tarder, l'important aujourd'hui, c'est de vous présenter Eric et Gérardo qui vont intervenir en duo sur cette présentation. Tous les deux ont une vision du développement commercial, ont une expérience très importante sur les marchés internationaux qui est complémentaire. Et donc, je vais leur proposer de se présenter successivement. Ensuite, Gérardo prendra la parole. Gérardo, c'est à toi. Bonjour tout le monde, donc Gérardo Serio, j'ai près de 20 ans d'expérience commerciale internationale et essentiellement j'ai travaillé pour des sociétés françaises à destination surtout du reste de l'Europe. J'étais salarié pendant longtemps et depuis 2016 j'interviens auprès des PME, TPE avec des missions export à temps partagé. Eric. Eric. J'avais pas mis mon micro. Bonjour. Bah oui, c'est assez sympa de l'oublier. Éric Duverger, donc j'ai quelques années d'expérience dans l'entreprise, essentiellement dans la partie commerciale, et j'accompagne aujourd'hui les entreprises dans leur développement commercial, que ce soit en France ou à l'international. Aujourd'hui, je vais prendre ma casquette internationale. J'ai fait 5 ans de direction export. Pour pouvoir accompagner aujourd'hui les entreprises. Je suis associé dans une structure, une entreprise française, qui est un opérateur de développement à l'international, et je suis également fondateur d'une entreprise en Tunisie, en Afrique du Nord, pour accompagner les entreprises dans leur développement. Je suis essentiellement basé sur la partie Afrique. En tout cas, c'est mon cœur de cible, pour pouvoir accompagner les entreprises à se développer en Afrique, le continent de demain. Merci beaucoup, Gérardo. Eric. Eh bien, Gérardo, j'arrête le partage. Je te propose de prendre le relais avec ta présentation. Allons-y. Alors, aujourd'hui, au menu de notre webinaire, nous parlerons des erreurs et les pièges plus fréquentes de la part des entreprises qui sont à éviter dans une démarche export. Nous ferons une petite checklist de tout ce qu'il faut préparer en amont de la démarche. Passons après à la description de quelques éléments qui concernent liés à l'implémentation. Nous parlerons des différentes options que les patrons de PME ont pour lancer une mission export un point de vue des collaborateurs. Ensuite, je passerai la parole à Eric qui vous présentera les aides financières et nous terminerons par les offres spéciales par rapport aux participants de ce webinaire dans l'immédiat. Alors, nous avons un certain nombre d'années d'expérience de commerce international, en particulier un PME, et effectivement, nous nous sommes rendus compte que très souvent, il y a des entreprises qui commencent leur démarche, ils se lancent et ils arrêtent assez vite, ils sont déçus par les résultats, ils se disent en fin de compte, l'export, ce n'est pas fait pour eux, ils n'y croient pas, ils sont déçus. Et pourtant, ils ont du succès en France. Il s'agit d'entreprises qui arrivent bien à placer leurs produits et services en France. Donc, nous avons pu identifier quelques erreurs et quelques pièges qui se vérifient plutôt fréquemment. Alors, d'abord, très souvent, comment dire, la démarche est lancée sans qu'il y ait vraiment réflexion sur l'avantage concurrentiel de son entreprise. Alors, pourquoi il y a eu du succès en France? On n'y pense pas forcément. On n'a pas focalisé son attention sur ça. Par contre, ça, c'est important parce que quand nous démarrons notre démarche, nous devons aller convaincre les prospects. Nous contacterons à froid des prospects, que ce soit des clients finaux ou distributeurs. Et en fin de compte, il faut que nous soyons capables de défendre notre offre, parce que nous avons des concurrents normalement, et parce que nos concurrents sont et parce que surtout le prospect ne nous a pas cherché. Donc, savoir bien qu'est-ce qui fait notre succès
et c'est une réflexion à mener en amont. Deuxième piège, c'est se dire, bah voilà, bon, nous allons faire une mission de 3 à 6 mois. Alors, quand j'entends ça, à chaque fois, je tombe de la chaise. C'est vraiment, vraiment très irréaliste. Vous n'avez pas bâti votre succès en France en l'espace de quelques mois. Votre succès en France, vous l'avez bâti au fil des années. C'est la même chose pour l'expérience, prendre le temps, se projeter dans le temps parce que les résultats arrivent, mais dans le moyen terme. Autre erreur classique, c'est le apprendre à laisser. Prenez votre offre, vos produits, vos services, votre fonctionnement et vous attendez que ça marche automatiquement à l'export sans rien changer. C'est possible, mais très, très souvent, vous êtes quand même obligé de faire des adaptations, que ce soit en ce qui concerne votre produit, parce que votre produit a été conçu pour la France. Il faut l'adapter au marché international, au marché cible, pour ses caractéristiques techniques, ou pour d'autres raisons. Il faut adapter sa démarche aussi au réseau de distribution parce qu'il se peut que les réseaux de distribution que vous trouvez dans le marché cible soient différents par rapport à la France. Il m'est arrivé, par exemple, dans le passé, de travailler pour une entreprise qui réalisait en France des volumes importants à un GMS. Or, par rapport à cette catégorie de produits en question, à savoir les produits pour bébés, eh bien, hors de France, il y avait très, très peu de ventes en GMS. Donc, il fallait adapter son approche. Aussi, et ça c'est un chapitre très large que nous n'allons pas aborder vraiment aujourd'hui, il faut quand même faire des efforts d'adaptation du point de vue culturel. Il faut quand même savoir que dans certains pays, on ne négocie pas comme on négocie en France. Il y a d'autres façons de faire des approches différentes à mettre en place. Ça, c'est quelque chose de très fréquent aussi et j'ai tenu à l'inclure dans notre petite liste. C'est le fait que parfois, nous faisons appel à des collaborateurs qui ne sont pas vraiment prêts à aller au feu. Ils n'ont pas vraiment un profil opérationnel. La démarche export est une démarche commerciale, tout comme la démarche commerciale que vous mettez en place en France. Donc, il faut vraiment passer du temps pour chercher les cibles, pour les prospecter, passer beaucoup de coups de fil, envoyer beaucoup de mails. Et très souvent, nous avons affaire à des profils que nous trouvons sur le marché qui seraient plutôt des profils marketing ou plutôt des profils conseil. Alors, attention, ce sont des activités très importantes, hein, absolument dignes. Il est très important de réfléchir stratégiquement avant l'action. Il est très important de bien bâtir sa démarche marketing, son positionnement de marque, sa communication. Mais la démarche export est une démarche opérationnelle. Donc, attention à ces collaborateurs qui soient embauchés à plein temps, qui soient des collaborateurs à temps partagé, qui ne sont pas vraiment prêts à faire la vente, hein, à proprement parler. Dernier point, le syndrome de l'électron libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait qu'il y ait un collaborateur externe ou un collaborateur à temps partiel qui fonctionne un peu tout seul, d'une façon déconnectée par rapport au reste de l'équipe. Ça complique les choses. Il faut quand même intégrer le fait que la personne doit, tout comme les autres collaborateurs de la société, doit interagir avec le reste de l'équipe. Va pouvoir échanger facilement et rapidement avec le service client, la comptabilité, la logistique, etc. Il est bien que la personne passe un peu de temps dans les murs de l'entreprise, en contact avec l'équipe. Hein, parce que sinon, comment dire, son efficacité peut être entamée. Donc voilà un petit tour d'horizon d'une série de cas de figure qui font que souvent la démarche export ne fonctionne pas et ce qui amène à dire après les patrons voilà, qu'ils sont déçus et qu'en fin de compte, ils laissent tomber l'export. Donc, ensuite, alors, une petite checklist de choses à faire avant de se lancer dans la démarche proprement dite. Alors, je vous disais, réfléchir sur notre valeur ajoutée, identifier des marchés prioritaires, choisir pour chaque marché que nous avons priorisé des circuits de distribution et faire des choix en termes de mode d'entrée. Donc, nous allons regarder tout ça dans le détail. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a fait votre succès en France? Est-ce que c'est le rapport qualité-prix?
Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est l'image, une image particulièrement attirante ou prestigieuse? Est-ce que, toutes choses égales par ailleurs, un service client de bonne qualité qui a fait que vos clients vous aient préféré à vos concurrents? Donc ça, il est important de bien l'analyser. Je vous répète, parce qu'il faut défendre votre offre dans la prospection et dans l'immédiat aussi, il faut rédiger un argumentaire de vente. Alors, la réflexion doit se faire à deux niveaux. Les bénéfices que vous apportez à vos clients et les bénéfices que vous apportez à votre réseau de distribution, à vos partenaires commerciaux comme les distributeurs. Parce que si vous ne faites pas de vente directe à vos clients, vous avez besoin d'intermédiaires. Il faut aussi être capable de faire une réflexion par rapport à ce que vous êtes capable de générer comme bénéfice pour vos partenaires. Ensuite, la sélection des marchés prioritaires, ça c'est évidemment une chose importante à faire. À chaque fois, alors bien évidemment, c'est très important, c'est fondamental quand vous avez des investissements importants à faire en termes d'implantation, pour ouverture d'usines, création de centres logistiques, d'embauche de personnel sur place, etc. Quand on parle d'exportation stricto sensu, nous parlons de la simple expédition de produits à l'étranger depuis la France sans implantation locale. Cependant, vos temps et votre argent ne sont pas définition des ressources limitées, donc il est quand même important de prioriser un minimum. Quels critères allons-nous utiliser? Bon, bien évidemment, très souvent, ce qui nous intéresse, c'est la taille du marché. Nous allons chercher évidemment très souvent des pays plus importants. Ou bien il peut s'agir de pays où notre catégorie de produits génère un chiffre d'affaires important. Donc, ça, c'est un critère évidemment qui nous intéresse. Par ailleurs, nous voudrons aussi nous intéresser à la présence ou pas de concurrents, savoir s'il y a des pays où, pour une raison X ou Y, certains de nos concurrents ne seraient pas présents, ce qui ferait une opportunité, ou bien prioriser ces pays où certains de nos concurrents les plus aguerris, les plus avertis sont présents, parce que ça, c'est sans doute le signe d'un potentiel certain de ce marché. Autre point, c'est la réceptivité du pays par rapport à notre offre. C'est-à-dire, est-ce que nous allons trouver des acheteurs dans ces pays-là qui soient aussi bien disposés que les acheteurs français par rapport à une série de critères qui seraient l'existence d'un besoin, le pouvoir d'achat. Est-ce que le pays a aussi une structure de distribution qui nous permet de répliquer notre modèle de business? Donc, aussi ça, c'est important. Et enfin, quelle est l'importance de l'effort d'adaptation qui nous est demandé? Sans vouloir contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais surtout si au départ, nous voulons être dans une démarche opportuniste, c'est-à-dire pouvoir rapidement générer du chiffre d'affaires sans augmenter nos frais fixes. Alors effectivement, nous pourrions prioriser ces pays où nous n'avons pas changé la langue de communication, où nous n'avons pas besoin d'adapter nos produits parce qu'ils ont des besoins similaires à ceux de la France, et ainsi de suite. Donc voilà quelques critères pour prioriser nos marchés, parce que nous avons quand même toujours besoin de prioriser. Ensuite, le sujet du choix des modes d'entrée. J'ai choisi d'aller en Pologne ou en Turquie. Comment j'accède à ce marché? Donc, essentiellement, quand on fait de l'export, il y a trois modes d'entrée en dehors de l'implantation, qui sont le distributeur, l'agent, puis la vente directe aux clients finaux. Alors, pour commencer par les distributeurs, donc, ça a plusieurs avantages. L'avantage principal est que nous aurons un seul client, si nous avons un seul distributeur pour ce pays, voire un nombre limité de clients. Ça veut dire moins de factures à émettre et moins de livraisons à effectuer. Par ailleurs, nous n'avons pas vraiment de risque de crédit parce que c'est le distributeur qui va supporter notre risque de crédit. Il faut savoir par contre que la démarche sera opaque parce que les distributeurs d'habitude n'ont pas envie de nous dévoiler quels sont leurs clients finaux. Donc, très, très souvent, vous ne saurez pas qui achète vos produits dans le pays cible et comment ça se passe.
Aussi, c'est une option qui présente moins de rentabilité par rapport aux autres, parce qu'en moyenne, un distributeur retient environ 40%, 50% de marge sur le prix tarif. Alors, les agents, c'est autre chose. Les agents n'achètent pas vos produits pour les stocker, mais ils vont démarcher les cibles, ils vont leur vendre et c'est à vous d'expédier à ces cibles. Ce qui fait que vous aurez beaucoup de points de livraison, beaucoup de factures. Mettons que vous avez dans un pays X, vous aurez 100 clients finaux, ben vous aurez 100 clients auxquels envoyer la marchandise et auxquels envoyer des factures. C'est une option plus rentable parce que, en général, les agents perçoivent des commissions en moyenne plutôt 10%. Ça va de 2 ou 3% dans le secteur industriel pour des équipements, des machines, et en général à 10-15% en ce qui concerne les biens de consommation. Et là, vous aurez, contrairement à ce qui se passe avec les distributeurs, vous allez supporter le risque de crédit parce que si par malheur, le client final ne paye pas, eh bien, c'est vous qui n'êtes pas payé. La troisième option, c'est la vente directe aux clients finaux. Bon, là, c'est là où vous êtes plus rentable, les marges sont les plus élevées, vous aurez plus de contrôle et de visibilité sur le marché. Par contre, c'est une option qui est très chronophage parce que ce sera à vous d'aller chercher les cibles, les prospecter, les démarcher, négocier avec elles, et ça prendra beaucoup de temps. En schématisant, synthétiquement, les distributeurs et les agents sont plus adaptés à des produits standards, produits catalogues, et à une situation dans laquelle vous avez des cibles finales qui sont nombreuses et dispersées. Je travaille par exemple dans le secteur de l'esthétique professionnelle. Dans les différents pays européens, il y a à chaque fois des milliers d'instituts de beauté. Il est hors de question que je fasse ce porte-à-porte et que j'aille en visiter ne serait-ce que 500. Donc, dans ce cas-là, pour moi, le distributeur est une très bonne option. Par contre, la vente directe aux clients finaux est plus adaptée aux entreprises qui s'adressent à un nombre de cibles limité. Par exemple, quelqu'un qui produirait des filtres pour climatiseurs, pour appareils de climatisation. Bon, il doit y avoir, je ne sais pas, dans un pays européen moyen, il doit y avoir 5-6 fabricants de climatisateurs, plus. Hein, et donc, dans ce cas-là, l'approche de la vente directe est plus adaptée. Elle est aussi adaptée à ces situations dans lesquelles vous êtes amené à adapter vos produits ou vos solutions aux clients, à faire du sur-mesure. Ce qui n'est pas vraiment le cas des biens de consommation, mais c'est un cas fréquent en milieu industriel. Les fabricants de machines industrielles, machines-outils, de machines d'emballage, très souvent adaptent leurs produits à leurs clients. Ils font du sur-mesure. Et là, c'est quelque chose que les distributeurs et les agents, normalement, ne savent pas faire et n'ont pas très envie de faire parce que ça leur prend du temps. Voilà pour les modes d'entrée et ce qui était le dernier sujet de notre checklist. J'oubliais la boîte à outils. Donc, qu'est-ce que nous devons inclure dans notre boîte à outils avant, qu'est-ce que nous devons préparer? Évidemment, le site Internet, les brochures, les fiches produits, les spécifications techniques, tout ça va de soi. J'imagine que vous y avez déjà pensé. Il est important, quand je vous disais, de rédiger des argumentaires de vente, mettre noir sur blanc, d'une façon synthétique, quels sont les points de force de votre offre. Tout ça pour l'inclure dans un mail. Le mail de prospection doit être très court, très impactant. Et il faut être aussi prêt à dérouler cet argumentaire à l'oral dans les communications téléphoniques, en sachant que vous vous en rendez compte, parce que c'est pareil pour la France, quand vous contactez un prospect à froid, quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui ne vous a pas cherché, très souvent, vous n'avez que quelques secondes, une dizaine de secondes, pour capturer son attention, pour qu'éventuellement la personne vous accorde plus de temps. Donc, il faut être prêt à dérouler cet argumentaire à l'écrit et à l'oral de façon synthétique. Un profil d'entreprise, en bon français, un company profile, un document court d'une page, maximum 2, où vous synthétiquement parlez de l'histoire de votre entreprise, de vos réalisations. Tout ça est important
pour communiquer, surtout quand vous envoyez des mails la première fois à l'écrit, que votre entreprise existe, elle est solide, que vous n'êtes pas des aventuriers, que vous n'êtes pas quelqu'un une société qui s'improvise. C'est une demande qui arrive surtout de la part des clients et des prospects dans les pays nordiques, des pays germanophones, des pays scandinaves. Ils ont envie de travailler avec des entreprises solides et qui puissent être des partenaires stables dans le temps. Hein. Donc, ça, c'est un petit exercice qui est très utile à faire. Tout cela au minimum, le service minimum, vraiment, c'est de le faire en anglais. Il m'arrive encore de voir des entreprises qui m'interpellent pour me demander voilà, un devis et ils ont encore le site internet en français. Donc, bien évidemment, l'anglais, c'est le minimum. Attention quand même au fait que normalement, les grands marchés exigent l'utilisation de leur langue. Donc, si vous approchez l'Allemagne, vous ne pouvez pas y aller avec des packaging en anglais ou avec un site internet en anglais. Même chose pour l'Espagne, même chose pour l'Italie. D'autres pays de plus petite taille acceptent l'anglais. Vous pouvez tranquillement utiliser l'anglais aux Pays-Bas, en Grèce, en Finlande, etc. Au moins au niveau de la prospection. Après, les obligations en termes de packaging, étiquetage sont autre chose. Les salons peuvent être un outil très important qui peut beaucoup vous aider. Il y en a qui sont des vraies grandes messes de la profession, des grandes vitrines, et très souvent, il y a un nombre important de vos cibles qui participent. Ça vous permettra de gagner du temps et de gagner de l'argent. Mais attention, ça se prépare à l'avance. Il faut éviter de s'y rendre et attendre que le client nous tombe dessus. Ça peut arriver. Il est possible que quelqu'un se baladant parmi les stands trouve vos produits et qu'il les trouve intéressants et que vous concluiez des affaires. Mais c'est rare. Il est très important d'identifier vos cibles à l'avance, auparavant, quelques semaines, voire quelques mois auparavant, de les prospecter, de leur envoyer des messages et des propositions de rendez-vous. Voilà pour la préparation de votre mission. Et puis après, vous passez à l'implémentation. Et là, j'insiste, il faut mouiller sa chemise. Hein. Il faut vraiment s'y mettre. Il y a des activités qui sont longues, qui sont fastidieuses, mais ils sont indispensables. Il faut en être conscient. Vous aurez besoin de temps et vous aurez besoin de patience de la part des personnes qui s'occupent de la mission. Alors déjà, il faut rechercher les cibles. Vous avez identifié vos pays prioritaires. Vous avez identifié le type de cible que vous voulez. Est-ce que vous voulez des distributeurs, des agents ou des comptes clés ou des comptes industriels? L'activité de recherche est plutôt longue. Donc, vous faites des recherches sur Internet ou sur les salons de la profession ou à l'appui, par exemple, des antennes de Business France. Il faut les contacter. Donc, et là, c'est aussi un travail long, patient. Vous envoyez des mails, vous téléphonez. Il y a encore des cibles ou certaines situations où le téléphone fonctionne bien. Hein. Ou bien, quand vous avez du mal au téléphone, LinkedIn est un très bon outil. Ça dépend des publics, ça dépend des secteurs d'activité. Il y a certains secteurs d'activité où les gens décrochent facilement le téléphone. Il y en a d'autres, ils passent plus par les réseaux sociaux ou par Internet. Tenez-vous prêt, une fois de plus, à dérouler votre argumentaire. Tenez-vous prêt à réagir aux objections, parce que s'ils sont un minimum intéressés, ils commenceront à vous faire des vraies objections. Et bien évidemment, il faut être prêt à se déplacer. À bon escient, je dis, bon, c'est à vous d'évaluer le rapport risque-opportunité de votre déplacement. Mais le message, là, c'est vraiment quelque chose qui va demander du temps et il faut en être conscient en amont. Dernier point, avant de laisser la parole à Eric, c'est celui des ressources que vous allez affecter à la mission. Vous avez plusieurs possibilités en tant que PME. Bon, d'abord, une possibilité, c'est celle du dirigeant. Ça, c'est une option qui est excellente parce que le dirigeant, très souvent, est aussi le fondateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'entreprise, qui connaît très bien l'offre. Et en plus, il peut, dans la négociation, faire ce qu'il veut, hein, parce qu'il détient le pouvoir d'accorder plus éventuellement au prospect. Donc, là, le prospect en face reconnaîtra quelqu'un qui peut agir d'une façon très efficace.
Le hic là-dedans est évidemment le fait que le dirigeant est souvent très chargé, il a beaucoup de dossiers à gérer et a sans doute peu de temps, voire pas de temps pour s'occuper de l'export. Autre option, éventuellement, le commercial France. Vous avez des commerciaux qui ont bien fait leur preuve en France. S'ils parlent les langues étrangères, eh ben, bigo, ils connaissent déjà l'entreprise, ils connaissent l'offre, ils savent argumenter, ils savent négocier, ils savent la mettre en avant, ils connaissent le métier. Là, par contre, il y a un risque, c'est que même si vous arrivez à faire en sorte qu'ils trouvent du temps dans leur agenda pour s'occuper de l'export, le risque, c'est qu'après, ils trouvent l'export plus difficile que la France, parce qu'à l'export, tout est à bâtir, tout est à faire. Et qu'à un moment donné, vis-à-vis des difficultés, ils finissent pour se replier sur la France. Donc, si vous choisissez cette option, beaucoup de disciplines, qu'il y ait une partie de la semaine allouée à l'international et que la personne ne décroche pas. Autre option, faire appel à des jeunes, des stagiaires, des alternants. Alors, eux, effectivement, ils apportent beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur. Ils ont l'avantage aussi d'avoir une très grande familiarité avec les nouvelles technologies, notamment avec le marketing digital. Attention là aussi, parce que fréquemment, vous allez pêcher dans les écoles de commerce. Attention là aussi au fait que très souvent, il s'agit d'une population qui préfère le marketing plutôt que le commercial. Donc, ça, c'est à surveiller. Autre option, et ça c'est la fausse bonne idée, c'est l'agent. Et là, je prêche évidemment pour notre paroisse, mais c'est quelqu'un que vous chercheriez, qui serait disposé à amener la mission avec des simples commissions, être payé exclusivement au résultat. Pourquoi pas, ça peut fonctionner, mais à condition que tout roule très rapidement et très facilement. Que la personne pense qu'elle peut placer votre offre avec une grande rapidité parce que, bien évidemment, puisqu'ils sont rémunérés à la commission, ils veulent avoir les résultats tout de suite. Et nous avons dit, ça c'est une démarche qui demandera du temps et de la patience. Aussi, bon, il peut s'agir d'une personne qui accepte la mission par dépit parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle est entre deux CDI et qu'à un moment donné, elle vous abandonne dès qu'elle est embauchée ailleurs ou qu'elle donne la priorité à d'autres entreprises qui lui payent un fixe. Après, il y a vos serviteurs, les commerciaux export en temps partagé. Et là, bon, Audrey a déjà parlé du principe en général. Là, vous avez l'avantage d'avoir une mission qui est modulaire. Vous pouvez, quelque part, une mission à la carte. Vous pouvez décider de consacrer la personne seulement à un certain nombre de pays ou seulement pour certaines lignes de produits. La personne sera présente un ou deux jours par semaine en moyenne. Il y a de la flexibilité. Et c'est quelqu'un aussi qui va vous apporter beaucoup d'idées parce que typiquement, le commercial export à temps partagé a été dans d'autres entreprises, a connu d'autres secteurs d'activité. Il peut vous faire part de bonnes pratiques. Par contre, effectivement, vous voyez, c'est une option qui est un peu limitée du point de vue du temps. Donc, si vous avez besoin de beaucoup de volume de travail, si vous avez besoin de quelqu'un toute la semaine, bon, ce n'est pas la meilleure option. Mais par définition, quand vous démarrez, quand vous êtes au début, vous avez un petit chiffre d'affaires, ou voire pas du tout, aucun chiffre d'affaires. Donc, bon, ça n'a aucun sens d'embaucher quelqu'un à plein temps. Effectivement, l'embauche à plein temps, excusez-moi, j'ai inversé les deux lignes. L'embauche à plein temps, c'est une option qui vous permet d'avoir une personne qui est consacrée complètement à la mission. Donc, vous allez avoir plus d'impact, quelque part où vous allez avoir plus de volume de travail. Mais il faut savoir que vous aurez un salaire et des cotisations à verser. C'est un investissement important quand vous êtes au tout début. Une autre option, enfin, et c'est la dernière, c'est celle de la force de vente supplétive ou force de vente externalisée, qui est à mettre en place dans chaque pays, un par un, ou dans certains pays. Vous pouvez faire appel à une société externe qui mette à votre disposition un certain nombre de vendeurs, éventuellement une dizaine, voire plus, pour qu'ils s'occupent de tout. Donc, ils vont s'occuper du référencement, de la négociation, éventuellement même du merchandising. Et là, effectivement, vous allez disposer d'une force de frappe importante.
Par contre, c'est une solution qui est plutôt chère et par ailleurs, vous n'aurez pas la possibilité de manager cette force de vente directement. Voilà pour ma partie et je passe la parole à Eric. J'arrête mon partage. Merci beaucoup, Gérardo. Merci pour cette première partie. La checklist, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et cette partie, c'est pas qu'on l'oublie souvent, mais ce n'est pas toujours celle sur laquelle on insiste le plus, des ressources humaines à donner à son projet. Un projet, c'est toujours du budget financier, c'est toujours du budget en temps, donc du temps, et c'est des ressources humaines. C'est très important. Et pour vous aider sur le volet financier, eh bien, Eric va maintenant vous présenter tout ce qui concerne les aides que vous avez à disposition en France pour pouvoir développer votre activité export. Oui, très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Super. Donc, effectivement, on a vu Gérardo nous a dressé la liste de tout ce qu'il fallait faire et de tout ce qu'il y avait à faire. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la partie financière, parce que vous imaginez bien que tout ceci a un coût, que ce soit en termes de ressources, de frais de déplacement, de création de sites Internet, de dépôt de brevets, ou faire appel à un prestataire. Voilà, donc il faut penser projet et donc penser investissement. Donc là, j'ai dressé toutes les aides qui étaient disponibles pour les entreprises, pour toutes les entreprises, globalement. On va passer sur certaines qui sont, je vais dire, directement accessibles et on évoquera rapidement les autres qui sont destinées à des grands projets ou à des entreprises qui sont plus matures sur la partie export. Les aides principales. L'assurance profession, toutes ces aides sont mises à disposition par l'État français au travers de la BPI, la Banque publique d'investissement. Tout est centralisé. Donc, ce premier aide, c'est l'assurance prospection, ce qui permet effectivement aux entreprises de bénéficier d'aides pour tous ces investissements. Hein, donc, tout est éligible, hein, déplacement, création de site Internet, dépenses, frais de fonctionnement, foire, salon. Donc, tous les éléments dont a présenté Gérardo sont accessibles avec l'assurance prospection. Donc là, je vais vous donner un exemple. Hein, si vous avez un budget, quand vous avez budgété effectivement votre besoin, voilà, j'ai pris des gros chiffres parce que c'est plus facile de voir ce que vous donne l'État. 100 000 euros dans le monde de budget sur les 2, 3, 4 prochaines années, l'État finance 65%, met à disposition 65% de cette somme, donc ce qui va représenter 65 000 euros qui va vous arriver directement. Il y a bien entendu, comme toute assurance, il y a un remboursement à faire, donc il y a une première partie immédiate, et ensuite le remboursement est étalé de 2 à 4 ans. En ce moment, c'est 4 ans compte tenu du plan de relance export. Voilà, et puis l'objectif, c'est que vous puissiez effectivement rembourser ce montant-là. Si vous n'y arrivez pas, effectivement, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, resteront effectivement obligatoires de rembourser les 30%. Donc, c'est une aide effectivement importante qui permet effectivement d'apporter du cash assez rapidement. La deuxième, c'est l'assurance prospection accompagnement. Donc là, c'est le même principe, mais par contre, ce n'est valable que si vous faites accompagner par une société d'accompagnement à l'international. Donc, elles sont listées et agréées par BPI France. Donc, elles sont mises à disposition sur le site de BPI France, également sur le site de l'OSCI, qui est la Fédération des sociétés d'accompagnement à l'international. Voilà, donc, au travers de ces sociétés-là, vous pouvez effectivement bénéficier d'aides, donc d'un montant maximum de 40 000 euros. Et là encore, vous avez la possibilité de récupérer 65% de cette somme-là pour les mêmes raisons et les mêmes opérations à réaliser. Le chèque relance export. Donc là, c'est un chèque. Voilà, pas de remboursement effectivement à faire. Un plafond, c'est limité, bien entendu,
et dans le temps et dans le montant. Donc là, ce sont des chèques qui sont avec des plafonds entre 2500 euros. Donc, si vous avez, je vais prendre un exemple, une mission de prospection, un déplacement à faire à l'étranger pour 4 000 euros, là, vous allez bénéficier de 2 000 euros de chèque. Donc, l'investissement vous coûtera plus que 2 000 euros. Si vous avez une formation à faire pour vos équipes, donc former 2-3 personnes sur les techniques export, formation d'une valeur de 6 000 euros, là, vous allez bénéficier de 50%, donc 3 000 euros de réduction au travers du chèque. Voilà. Donc, globalement, toutes les missions sont éligibles, comme elles sont plafonnées en montant, voilà, sur des prestations de 20 000 euros. Voilà, le chèque relance export, bon, ça restera 2 000 euros dans tous les cas de figure. Et l'entreprise peut bénéficier encore aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance export, du plan de relance global et donc la partie export, de 5 chèques. Voilà, donc 4 chèques export pour les opérations, on va dire, de prospection et 1 pour la partie formation. Voilà. Donc, globalement, vous pouvez monter quasiment jusqu'à 20 000 euros de dépenses et d'avoir au travers de ces 5 chèques 10 000 euros d'argent effectivement fourni par l'État. Donc ça, c'était les aides de l'État. Vous avez également des aides des régions. Il ne faut pas le négliger. Le principe de fonctionnement est un petit peu moins connu parce que là, ça va dépendre des régions, mais à partir de 5 000 euros, vous pouvez très facilement bénéficier d'aides des régions, des collectivités territoriales. Donc là, il faut se rapprocher des conseils régionaux, des chambres de commerce, des associations. Donc, toute cette partie-là est disponible et dans chacune des régions de France, globalement, vous avez effectivement des aides disponibles. Donc, il ne faut pas les négliger. L'aide aussi de tout ce qui est club, pôle de compétitivité, des fédérations, rencontrer des dirigeants pour partager. Je pense que c'est important également de se rapprocher de tous ceux qui savent faire, de toutes les organisations locales ou nationales, ou par rapport à votre propre activité. Là, vous bénéficiez d'aide de personnes qui vont effectivement vous apporter leurs compétences et leur expertise. Il ne faut pas le négliger, c'est disponible. Vous avez des clubs dans toutes les régions qui existent, de personnes qui sont prêtes à partager leur expérience pour l'export. Donc là, c'est de l'aide gratuite, à part l'investissement à faire du dirigeant d'entreprise pour se déplacer au travers des clubs qui sont majoritairement gratuits. Donc certains ont des coûts pour les clubs business. Voilà pour la partie aide, on va dire, financière et gratuite. Le VIE, Volontariat International Entreprise, donc c'est la mise à disposition, donc là, sur la partie RH, c'est la possibilité d'avoir pendant 12 mois ou 24 mois un jeune qui a envie de travailler à l'international, âge 18 à 28 ans. Traditionnellement, ce sont des jeunes qui ont des diplômes de master qui interviennent, mais bon, on peut le faire à partir de 18 ans, et qui vont pour vous, se déplacer dans un pays pendant 1 an et faire le travail de prospection et de rencontre des clients. Donc là, effectivement, c'est un jeune qu'il faut rémunérer. Donc, dans chacun des pays, il y a un minimum de salaire à verser. Et là aussi, vous pouvez bénéficier d'aide de l'État dans le cadre du chèque relance export ou un chèque spécifique pour le recrutement d'un VIE est mis à disposition. Voilà, donc si vous avez un pays cible, la rémunération de ce jeune se fera. Il faudra effectivement s'assurer qu'il soit logé, qu'il ait le matériel informatique, qu'il soit également suivi. Mais voilà, c'est une opportunité et pour le jeune et pour l'entreprise d'avoir quelqu'un qui va se former, qui a été volontaire. Gérardo en a parlé, c'est important effectivement d'avoir la bonne ressource. Là, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui a fait un choix et qui veut aller pendant 1 an à 12 mois être dans un pays pour pouvoir développer une activité pour une entreprise. Et puis ce jeune-là, il peut grandir dans l'entreprise, il peut rester, il peut faire un 2e pays. La 2e année, c'est possible. Puis à un moment donné, il peut rentrer dans l'entreprise. Donc il aura été formé et on est sur une ressource qui est totalement volontaire et qui veut travailler à l'international. Et là, c'est valable pour tout type d'entreprise. Il n'y a pas de contraintes. On est sur des budgets globalement annuels de 25 000 euros
Et l'État français, dans le pays, va pouvoir aider à accompagner le jeune dans son installation, et éventuellement sur la partie coaching, parce qu'il restera à distance, ça c'est clair, et il ne reviendra pas dans l'entreprise, il est parti pour 12 mois. Donc là, je passe très vite sur ces aides-là, parce qu'elles sont destinées effectivement à des entreprises qui ont déjà une activité importante à l'export, tout ce qui est assurance caution, il faut avoir des financements ou des sécurités pour gérer les contrats importants. Et puis, le FACEP et le prêt du Trésor, qui sont effectivement des aides de l'État pour des projets importants. Donc, le premier sur la partie technologie, produits verts, tout ce qui est innovant. Le dernier sur tout ce qui est infrastructure. Donc là, ce sont en principe des projets qui sont dans lesquels le gouvernement du pays local doit intervenir. Donc c'est destiné à des entreprises qui sont déjà assez implantées ou qui veulent effectivement apporter quelque chose de nouveau dans un pays, tout ce qui peut être irrigation, nouvelles technologies, voilà, énergie nouvelle, voilà, typiquement ce genre de choses où l'État français ou l'État européen va apporter de l'aide financière. Voilà pour les aides aujourd'hui disponibles pour toutes les entreprises, puisque c'est des entreprises qui sont éligibles jusqu'à entre 500 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, toutes les TPE et les PME françaises peuvent bénéficier totalement de cette offre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, tout à fait, on t'entend bien. Voilà. Il n'y a pas eu de questions sur ces sujets-là, non, Audrey? Non, j'ai pas eu de… Le module discussion pour l'instant est très calme. Il est très calme. Bon, super. Voilà. Donc, pour avoir terminé la partie aide, ce que je vous propose, c'est de faire la liste de tout ce qu'on a vu effectivement entre Gérardo et la partie financière, de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir, pour réussir sa démarche export. Alors, ça a sauté. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'a évoqué Gérardo. On est bien là sur les succès et les bonnes pratiques. Donc, avoir une stratégie claire sur l'accès à son marché, ses concurrents, les acteurs clés, voilà, où je vais, est-ce que mon produit est bien positionné, est-ce que j'ai les moyens logistiques, les moyens financiers. Adapter son offre au marché, là aussi, voilà, certains produits se vendent partout, d'autres, il va falloir l'adapter. Il y a des normes qui peuvent être différentes. Je présente un client qui voulait vendre des matériels de l'outillage. Entre la France et l'Angleterre, il y avait déjà quelques différences. Les burettes d'huile ont une couleur spécifique en France et une couleur spécifique en Angleterre. Voilà, des choses toutes simples, pas très loin de notre pays. Donc, il faut penser effectivement à cette partie-là de est-ce que mon produit est adapté au marché, est-ce qu'il a une valeur ajoutée, est-ce qu'il est important et intéressant pour les clients. On a vu également choisir le bon mode de représentation. Comment je vais sur ce marché, est-ce que je vais 100% à distance, est-ce que j'utilise un agent, un distributeur, une force de vente supplétive, ou est-ce que j'ai mes propres équipes pour aller travailler, ou est-ce que je crée une filiale. Donc ça, c'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre. On vient de voir au niveau des aides financières, il faut penser, parce que c'est un financement, comme l'a dit Gérardo, on travaille sur la durée, donc il faut travailler en mode projet. Il faut définir son budget et s'assurer d'avoir les ressources financières suffisantes. Sélectionner son personnel pour le projet. Gérardo l'a dit, c'est important d'avoir des bonnes personnes et les personnes motivées, qu'elles soient en interne ou en externe. Pas penser qu'on va pouvoir forcément prendre les mêmes ressources que l'on a déjà à disposition, parce que c'est un autre marché. Activer vos réseaux, c'est important. On a forcément des connaissances qui exportent déjà.
Je l'ai dit tout à l'heure, la partie collectivité territoriale, association, voilà, ne restez pas seul dans cette partie-là, il faut impérativement partager, puisque plein d'entreprises ont déjà de belles expériences, donc il faut impérativement partager, voilà, intégrer des clubs export ou dans des, on va dire des fédérations. Il y a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir effectivement partager et simplement écouter ce qui a été déjà, ce qui a déjà été réalisé. Appréhender les différences culturelles. Gérardo l'a également dit, voilà, il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas effectivement sous-estimer la culture locale. Hein. Il y a les sujets liés à la langue, mais il y a aussi les habitudes, la façon de faire les choses. Voilà, on peut avoir quelques surprises, donc il faut, voilà, il faut bien évoquer et penser à ce sujet-là. Et puis les deux derniers qui sont importants. Donc, faites-vous accompagner, Gérardo l'a dit, on est là aussi pour ça. Et pour vous le dire, il est important de se faire accompagner dès le début des bonnes personnes pour pouvoir effectivement bien démarrer, bien comprendre là où il faut aller et pas se tromper, pas se tromper d'endroit, avoir le bon. Voilà. Il y a des sociétés d'accompagnement à l'international, ça existe. Voilà, Flexter est là aussi, Gérardo et moi-même pour effectivement accompagner dès le départ. Je pense que c'est important de bien démarrer, de savoir où il faut aller. Et puis, patience et persévérance, parce que c'est un projet. Le retour sur investissement, il est rarement immédiat. Et très souvent, les entreprises pensent que ça va, au bout de 6 mois, 1 an, fonctionner. Bah oui, il y a un nombre de fois, ça existe. Et pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, il faut avoir effectivement une vision un petit peu plus long terme et traiter ça comme un vrai projet et pas, voilà, je veux faire un petit peu d'exportation de produits et j'exporte voilà, une palette ou un container par mois. Ça, c'est possible, c'est vite réalisable, mais est-ce que, effectivement, c'est là où elle veut aller l'entreprise? Est-ce qu'elle veut vraiment développer son activité à l'international? Et là, à ce moment-là, c'est des projets qui ont un retour sur investissement qui sera plus, voilà, qui va être plus long. Merci beaucoup, Eric, et Gérardo pour ce point. Je redonne la main. Je sais que vous aviez 2 offres à proposer à nos auditeurs, internautes, participants. Donc, l'offre, en ce qui concerne la mission opérationnelle, bon, donc, il s'agit d'un condition normal de 1700, un forfait de 1 700 € pour un cinquième et de 2 700 € pour 2 cinquièmes, plus 2% sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc, l'offre aujourd'hui, c'est qui est valable jusqu'au 31 mars, c'est le premier mois offert, c'est-à-dire le premier mois sera gratuit pour les entreprises qui feraient appel d'ici la fin de mars. Voilà. Et puis, il y a celle de Eric. Eric, je te laisse l'illustrer. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, il est important de bien démarrer. Donc là, ce que je propose, c'est un entretien de 2 heures en visioconférence ou en distanciel, ça dépend la distance qui nous sépare, de façon à pouvoir effectivement bien comprendre et faire la synthèse de ce qui a été, de ce qui est entendu et là où va l'entreprise, avec un premier plan, une première préconisation, et après derrière une offre budgétaire pour permettre de continuer, ce qui rejoint l'offre de Gérardo, effectivement, pour la suite. Voilà, mais on pense qu'il est important de bien se poser les bonnes questions et cet échange avec un professionnel permettra de bien démarrer et de donner une suite favorable au projet.